Bon, bah, merci pour votre présence. Euh, on est ensemble pour 3 quarts d'heure pour parler du sujet de l'énergie et du numérique et du potentiel des solutions intelligentes, dites intelligentes. Alors, je me présente, moi c'est Khalil Mouad, je suis directeur technique de l'Institut Smart Grid. Donc, c'est une association qui a été créée en 2018 qui regroupe des acteurs de l'écosystème énergétique et qui travaillent sur l'innovation, le développement de solutions smart qui viennent accompagner les enjeux de la transition énergétique. Alors quand effectivement on parle de solutions numériques, euh, dans le contexte de l'énergie, on est forcément amené à parler des enjeux de la transition énergétique, comme le déploiement des productions, l'intégration de la production renouvelable, hein, PV, éolien, entre autres. Parler aussi des nouveaux usages, comme la mobilité électrique, de la maîtrise de la consommation, de l'accompagnement des collectivités dans la réduction de leur empreinte carbone, entre autres. Et tout cela, tous ces enjeux, en tout cas aujourd'hui, nous ont amenés à réfléchir à des solutions numériques, des solutions intelligentes, que ce soit comment collecter de la donnée, comment utiliser cette donnée et l'utiliser à la prise de décision pour répondre à nos différents enjeux. Alors il reste encore pas mal de challenges à relever, on va en parler aujourd'hui ensemble, hein, effectivement. Qui dit données dit cybersécurité, scalabilité de solutions, interopérabilité des infrastructures qu'on utilise sur le terrain, aller déployer des objets connectés. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui en fournissent et il faut que l'ensemble de ces solutions puissent être interopérables pour collecter les données, les utiliser à bon escient. Voilà ce que je peux vous dire en termes d'introduction. Alors avec moi, on a Clément Leroy et Hugues de Bantel. Donc Clément Leroy qui est responsable au sein de Wavestone, de la Practice Énergie. Clément, je vais te laisser te présenter Wavestone et nous en dire un peu plus en tout cas sur le contexte et les enjeux du numérique associés à la thématique de l'énergie. Merci. Merci Khalil. Bonjour à toutes et à tous. Et ravi d'être ici. C'est la première fois depuis quasiment 2 ans qu'on a l'occasion de se retrouver comme ça, non masqué et en présentiel. On a mangé du webinar à l'appel pendant 2 ans, mais je pense qu'on est tous heureux là, de pouvoir avoir cette occasion cet après-midi et demain de pouvoir se retrouver, avoir des nouvelles discussions, des nouvelles opportunités ensemble. Merci pour l'introduction. Effectivement, on pourra peut-être le détailler dans un deuxième temps, mais Wavestone, donc cabinet de conseil, a fait de ce sujet des opportunités du numérique au service d'un certain nombre de secteurs, dont le secteur de l'énergie, son cœur de métier. Et c'est vrai qu'on observe au quotidien chez nos clients, que ce soit des grands industriels, des grands utilisateurs d'énergie ou des grands fournisseurs d'énergie, des collectivités locales, que cette thématique du numérique, on est évidemment loin d'être au bout. Il y a eu ces dernières années des investissements déjà colossaux à tout niveau, que ce soit sous forme de partenariats, sous forme d'expérimentations diverses et variées et de déploiement à très grande échelle. Mais je pense que ce qu'on va s'attacher à démontrer, c'est qu'on est toujours qu'au début du sujet. Il y a encore énormément de cas d'usage qui méritent d'être adressés. On a encore beaucoup de papiers, on a encore beaucoup de ruptures entre guillemets technologiques et numériques. On parlait du sujet des data, on a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on a de la mauvaise qualité de données, on n'arrive pas à partager la bonne donnée ou alors pas avec la bonne fraîcheur, ce qui entraîne du gâchis entre guillemets en termes de valeur et en termes de potentiel. Et donc on a nous effectivement au quotidien chez nos différents clients ces sujets à adresser. Et on ne manque pas de travail, ce qui doit être effectivement un signe que ce sujet de la transition numérique au service du secteur de l'énergie est encore un sujet qui a un bel avenir devant lui. Voilà, donc on le détaillera certainement un peu plus tard, mais effectivement pour poser le décor, c'est sûr que cette thématique qui peut paraître évidente, on a l'occasion de la constater tous les jours, avec 2 grands domaines d'application. Un premier qui est plutôt orienté autour des services, de la relation client, de la relation usager au sens large, avec tout son écosystème, donc avec des nouvelles vagues aujourd'hui de déploiement de logiciels
permettant de mieux connaître les différents acteurs et donc leur proposer les bonnes offres, proposer les bons services, développer des services en partenariat. Donc ça, c'est tout un pan qui est plutôt, on va dire, à l'aval du système. Et puis, de l'autre côté, toute la dimension industrielle et opération, qui a un peu été le parent pauvre. Alors, pour des bonnes raisons parfois, on parlait de cybersécurité, on parlait de connectivité. Évidemment, dès qu'on ouvre ces systèmes, on s'expose à de nouvelles failles et de nouveaux risques. Donc, les acteurs, ils sont allés étape par étape. Et également aujourd'hui, on voit que effectivement, ces sujets qui étaient souvent discutés dans des tables rondes, mais qui restaient assez virtuels autour des jumeaux numériques, autour de la digitalisation de process industriels, deviennent aujourd'hui plus que des réalités. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on va échanger avec vous cet après-midi. Voilà pour quelques premières tendances, on va dire, autour de ce qu'on peut observer au quotidien auprès de nos différents clients. Merci Clément. Donc avec nous également Hugues de Bantel, qui est le cofondateur, directeur général de Cosmotech. Hugues, pouvez-vous nous présenter Cosmotech et nous dire un mot sur ce que sont les jumeaux numériques, et pour ceux qui, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce concept. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Je rebondis sur ce que tu disais, Clément. C'est un vrai plaisir de se retrouver effectivement en personne, en physique, après 2 ans de période de vie un petit peu entre parenthèses. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui également. Donc, peut-être pour commencer sur Cosmotech, donc on est une pépite de la tech française, un éditeur de ce qu'on appelle des jumeaux numériques simulables. Alors, qu'est-ce que sont les jumeaux numériques simulables? Ce sont des répliques virtuelles d'organisations complexes. Alors, par exemple, des systèmes de transmission ou de distribution électrique, une smart city ou une ville, un environnement urbain. Ça peut être aussi des supply chains complexes, des supply chains globalisées ou des centres de production complexes. Alors, à quoi servent ces répliques virtuelles d'organisations complexes? Elles servent à représenter la complexité, donc l'ensemble du système, et surtout à pouvoir le simuler. Et alors pourquoi c'est important de pouvoir le simuler? Parce que ça permet de projeter ces systèmes dans l'avenir, soit à très court terme, donc ça peut être la seconde ou la minute suivante sur des sujets très opérationnels, soit sur des temporalités plus longues, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années, pour pouvoir adresser des sujets qui sont plus stratégiques. Alors, autre point de ces jumeaux numériques, pour bien positionner les jumeaux numériques simulables dans le spectre général des jumeaux numériques, vous avez tous vu des jumeaux numériques d'un objet ou d'un actif. Par exemple, un jumeau numérique d'un moteur, on en a vu beaucoup, ou d'un avion. Là, vous avez un jumeau numérique d'un objet physique. Là, ce n'est pas le sujet sur lequel on va échanger aujourd'hui. Ce sur quoi on va discuter aujourd'hui, c'est le jumeau numérique d'une organisation complexe. Donc, c'est l'ensemble des éléments d'une organisation, leur couplage et leur dynamique qui sont représentés dans le jumeau. Donc, si on prend une ville, et vous allez voir qu'on va vous présenter aujourd'hui un exemple de ville simulée, on va prendre en compte l'ensemble des éléments qui vont des sources de production d'énergie, le réseau de chaleur, l'écoquartier, l'ensemble des éléments de cette ville et leur couplage pour pouvoir ensuite représenter les effets cascades qu'il peut y avoir entre ces différents éléments. Alors ça, c'est extrêmement important, en particulier dans le contexte actuel. Et je vais juste donner une petite introduction sur le contexte également que je pense nous connaissons tous aujourd'hui. Il y a d'un côté, et post-Covid encore plus, ou post-Covid ou à la fin de cette période, on est dans une période où il y a énormément de complexité, d'incertitude. On a pu parler du monde VUCA. On en parle depuis des années, mais aujourd'hui, on est en plein dedans, c'est une évidence. Et au cœur de ce monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu, on se retrouve également en face d'une problématique supplémentaire qui est la nécessité de pouvoir réagir rapidement, quasiment synchronisé en temps réel, à tous les événements qui arrivent. Alors ça peut être dans le monde de la production des changements sur ma demande, ça peut être certaines sources de production ou certaines sources de
de pièces détachées qui ne sont plus disponibles. Ça peut être dans le domaine de l'énergie, effectivement, tous ces nouveaux éléments, c'est-à-dire l'accostage des énergies renouvelables sur le réseau, de nouveaux modes de consommation. Et l'ensemble de ces éléments-là peuvent avoir des effets et il faut pouvoir réagir extrêmement vite. Et le dernier point, c'est qu'on a besoin, sur l'ensemble de ces éléments, d'avoir de la visibilité. Et c'est la grosse problématique de tout dirigeant opérationnel, stratégique aujourd'hui dans les domaines qui sont les nôtres, c'est la visibilité. Sachant que j'ai cet environnement complexe et incertain, comment je peux réagir? D'autant plus qu'on est confronté à une problématique majeure d'injonctions contradictoires. Dans la production, on demande aux dirigeants de produire plus, d'avoir plus de revenus, de réduire ses coûts, d'augmenter sa marge, d'avoir une chaîne de production résiliente et robuste ou une supply chain résiliente et robuste. Et on a la même chose sur les réseaux électriques, sur la distribution électrique, sur les villes intelligentes et les villes durables. Donc on est au cœur de ça. Et pour répondre à ça, et c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, je pense que tout le monde aujourd'hui a bien compris, et c'était une partie de l'introduction de Clément, qu'il faut non seulement avoir accès aux données du passé, et il faut être capable d'y avoir accès sous la forme voulue, aux données présentes, c'est-à-dire pouvoir les updater avec les données synchronisées en temps réel, et également pouvoir se projeter dans l'avenir. Et le cœur de cette projection dans l'avenir, c'est la simulation. Et c'est ce à quoi servent les jumeaux numériques simulables, pouvoir anticiper les effets cascades de différents choix à court, moyen et long terme. Merci Hugues pour cette introduction. Du coup, il y a une question qui me vient en tête pour toi Clément. C'est au niveau de la maturité des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et aussi sur les challenges qui restent à relever. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement aujourd'hui on est sur un plateau, on va dire, et où on capitalise principalement sur ce qu'on a pu développer en termes de numérique au service des différents cas d'usage du secteur de l'énergie? Est-ce que on est plutôt au-devant encore d'une courbe d'investissement et de multiples développements, voire de ruptures qui sont devant nous? Alors, pour appuyer mon propos, j'ai fait une petite revue de presse des dernières semaines, des derniers mois en termes de mouvements de marché et en termes en particulier de fusion-acquisition. Alors j'ai relevé quelques exemples. Bon, c'est loin d'être exhaustif évidemment, mais fin d'année dernière, donc T4 2021, Siemens qui rachète le régional de l'étape, Watsense qui est donc une start-up emblématique de Lyon qui est spécialisée sur l'automatisation de bâtiments, de systèmes de connexion de bâtiments. J'ai relevé BP qui rachète la start-up new-yorkaise Blueprint Power qui est là aussi spécialisée sur le smart building, avec en particulier tout le sujet autour de l'agrégation, du stockage d'énergie, de l'optimisation algorithmique du stockage d'énergie et la valorisation sur les marchés des excédents de production. E.ON qui a pris une participation dans Gridix qui est là aussi une plateforme de gestion de l'énergie. Shell qui rachète l'Australien PowerShop qui était un des fournisseurs emblématiques très digital en Australie et très tourné vers les plateformes d'optimisation de l'énergie. Et puis enfin GE qui acquiert Opus One qui est spécialisé plutôt sur la partie grid ce coup-ci, donc tout ce qui est optimisation des réseaux, résilience et énergie distribuée. Donc on voit qu'il y a tout un mouvement de marché, ce qui est en général le signe encore d'un momentum, on va dire, particulier en termes de développement. Alors, quelques enseignements, c'est que vous le voyez, c'est beaucoup de grands groupes qui vont chercher, entre guillemets, de la technologie, de l'innovation auprès de petites sociétés. On est à la fois sur des sociétés issues du monde de l'IT qui, par ce fait, ancrent encore plus leur présence dans les use cases et dans le secteur de l'énergie, mais également des énergéticiens qui s'accélèrent en termes de numérique par ces acquisitions, avec la capacité ensuite d'absorber et de mettre en place ces cas d'usage, que ce soit pour leur compte propre ou que ce soit pour leurs clients. Et pour étoffer un petit peu mon propos, je me base sur les résultats d'une enquête et d'une étude que Think Smart Grid, donc association dans laquelle à la fois Cosmotech et Wavestone sont membres et membres plus qu'actifs. Donc Think Smart Grid a publié il y a quelques semaines une étude qui est disponible. D'ailleurs, je vous incite à
à la regarder, elle est très lisible, elle fait une vingtaine de pages et elle est extrêmement instructive sur justement le développement du marché du numérique, du smart XXX, donc smart grid, smart home, smart building, en particulier sur le marché français pour les années à venir. Alors, quelques chiffres clés, parce qu'il me semble frappant par rapport à la question que je posais tout à l'heure, qui est est-ce que finalement on est sur une sorte de plateau, est-ce qu'on capitalise ou est-ce qu'au contraire on est encore en train de préparer des grands investissements. Cette étude montre que le marché du smart, entre guillemets, dans le secteur de l'énergie va faire x5 entre 2020 et 2030. Donc en 10 ans, on va passer d'environ 1,2 milliard à 6 milliards environ. En termes d'emploi, intéressant également, on fait x4 sur la même période pour atteindre aux environs de 60 000 emplois spécifiquement dédiés à cette thématique. Et ce que je trouve également très intéressant, c'est que l'étude a permis de segmenter des cas d'usage qui sont ceux qui sont les plus consommateurs et qui sont à l'origine de ce développement du numérique en accéléré au service du secteur de l'énergie. Alors, le premier qui ressort de loin, et ça ne vous surprendra certainement pas, c'est tout ce qui touche autour de la mobilité électrique, à la fois sur la dimension déploiement, mise en place de toutes les infrastructures de recharge, mais également surtout l'optimisation postérieure dans le fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire smart charging, c'est-à-dire demain véhicule to grid, à la fois valorisation sur les marchés, valorisation énergétique. Donc ça, c'est clairement le cas d'usage qui ressort le plus en avant et qui est vraiment un enabler fort de tout ce mouvement. Le deuxième cas d'usage qui ressort, c'est tout ce qui touche à la poursuite de l'intégration des ENR et le pilotage des ENR, donc tant à toute petite échelle, sur les autoconsommateurs, sur les particuliers, mais également évidemment de plus en plus sur la capacité de ces grands réseaux éoliens et solaires à s'insérer dans les dispositifs. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont raccordés, ils tournent, on sent que demain, il y a encore une valeur et une profondeur de stockage ou d'intégration à aller chercher. Le stockage, qui est le troisième cas d'usage qui vient juste derrière, et on sent que sur le stockage, on n'est qu'au début, bien sûr, en particulier sur le marché français, c'est vrai jusqu'ici, on n'avait pas tant que ça de sujets autour de l'équilibre offre-demande. Là, on sent qu'il y a des tensions de plus en plus qui apparaissent. Et puis, quatrième cas d'usage, autour du smart building, smart home. Donc, effectivement, on se rapproche du bâtiment, on se rapproche de l'asset, et avec aujourd'hui encore beaucoup à faire, puisque on le voit, les taux d'adoption des thermostats connectés, de tout ce qui est gestion des bâtiments, gestion technique, etc. Même si ça fait des années qu'on en parle, aujourd'hui, ça reste des taux d'équipement qui sont relativement faibles. Et aujourd'hui, on est certainement à un mouvement charnière entre les Linky, les compteurs communicants qui ont été développés, la connectivité. Et donc là, on sent que ce marché se développe. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, on est plutôt encore au devant d'une belle période à venir, qui va nous mener au moins sur les 10 ans à venir, et avec des multitudes de cas d'usage très intéressant à travailler en parallèle avec différentes valeurs et différents cas d'usage. Merci Clément. Concrètement, Hugues, est-ce que tu aurais un exemple justement de projet qui viendrait expliquer un petit peu ce que vient de nous dire Clément et aussi des exemples de complexité que vous avez pu rencontrer, en tout cas sur le déploiement de vos solutions? Alors, donc il y a deux questions. Donc je vais commencer par la seconde et après je reviendrai sur la première, donc les illustrations. Donc sur la deuxième question, je pense qu'effectivement on rentre dans la phase de passage à l'échelle sur les sujets qui ont été mentionnés. Et Think Smart Grid est d'ailleurs un des groupements qui travaille beaucoup sur ce passage à l'échelle. Donc comment on passe de la forêt de bonsaï de POC qu'on a connue depuis des années à des solutions bien solides à l'échelle. Et pour cela, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments clés qu'il faut couvrir. On en a parlé en introduction. La donnée, l'accès à la donnée. Donc effectivement, la notion de partenariat, et je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, est extrêmement importante dans le domaine, parce que pour pouvoir arriver à une solution à l'échelle, il faut avoir la donnée d'un côté, il faut avoir la donnée au bon format, il faut avoir derrière les modèles, il faut avoir les jumeaux numériques, il faut avoir la simulation, il faut avoir la bonne gouvernance autour de ces sujets-là. Et pour ça, il faut pouvoir, finalement, dernier point, être capable d'avoir des stacks technologiques qui sont stratégiques. Et pour cela,
il faut absolument avoir cette coopération entre les différents acteurs du domaine. Je vois Joseph Sola dans la salle qui représente aujourd'hui une société qui s'appelle Microsoft. Nous, on travaille par exemple avec Microsoft, tout simplement parce que Microsoft a les infrastructures cloud et des jumeaux numériques de données, donc va remonter la donnée dans nos outils. Et nous, à partir de ces données, on va venir les coupler à nos jumeaux numériques simulables et on va pouvoir simuler un certain nombre de décisions sur pas mal de sujets. Alors maintenant, pour répondre à la... Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'un acteur seul, tu parlais tout à l'heure de rachat en tout genre, mais on peut très bien être dans des partenariats dynamiques avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème en restant tout à fait indépendant et autonome. Et on le voit tous les jours sur le terrain sur ces sujets-là. Deuxième partie de la question sur les exemples. Alors effectivement, aujourd'hui, on utilise les jumeaux numériques simulables sur des exemples comme l'agrégation de bornes de recharge sur les territoires. Nous, on travaille avec des grands acteurs de ce domaine qui utilisent ces jumeaux numériques pour pouvoir représenter la distribution de ces bornes de recharge, les différents usages possibles de ces bornes de recharge, pour ensuite optimiser les partenaires sur certains territoires et la distribution entre différents partenaires et positionnement géographique et mode d'usage sur ces territoires. Et tous ces outils numériques permettent de faire ça en planification, mais ils permettent ensuite d'opérer de façon optimale ces bornes de recharge. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, peut-être autour de la gestion d'actifs. On travaille avec des grands acteurs de la transmission et de la distribution électrique qui ont besoin de projeter leur politique de maintenance et d'investissement sur le réseau de transmission et de distribution électrique. Pour cela, ils ont besoin de coupler l'ensemble des éléments importants pour prendre des décisions optimales de maintenance et d'investissement. Donc, ils ont besoin de représenter le réseau dans toute sa complexité, les politiques de maintenance, les éléments financiers, les politiques de risque, et tout ça dans un même jumeau. Et à partir de ça, ils vont pouvoir, les acteurs du domaine peuvent jouer des scénarios, donc des what-if scénarios, ou donc qu'est-ce qui se passe si je prends telle ou telle décision de maintenance ou d'investissement, ou ce qu'on appelle des how-to scénarios, c'est-à-dire je veux arriver à tel résultat, quel est le meilleur chemin pour y arriver, donc c'est des schémas d'optimisation. Et pour cela, ils vont pouvoir lancer tout cela à partir de ces jumeaux numériques simulables. Peut-être dernier exemple, et je crois qu'on a une vidéo sur le sujet aujourd'hui. On a avec la communauté de communes de Paris-Saclay et l'IRT Systemix, qui est l'IRT de recherche sur la commune de Paris-Saclay, qui travaille sur la modélisation et la simulation de systèmes complexes, créer un jumeau numérique simulable pour la commune de Paris-Saclay pour pouvoir les aider à planifier leur schéma de déploiement énergétique sur le territoire, y compris donc les différentes sources énergétiques possibles, le réseau de chaleur, les éléments structurants d'un écoquartier, pour les aider à prendre les meilleures décisions possibles et à se projeter sur l'optimisation énergétique de leur territoire et bien sûr avec une empreinte carbone optimisée qui est le grand sujet de l'ensemble des communautés d'agglomération actuelles. Donc je crois qu'on a une vidéo là-dessus, je ne sais pas si on la passe maintenant, mais qui présente les résultats de ce travail réalisé en partenariat avec ces acteurs et en l'occurrence également avec Microsoft, puisque la plateforme qui a été utilisée, en fait, c'est sur le cloud Azure et les données sont remontées à partir du cloud Azure. Merci. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo ? En tant que responsable de la planification énergétique de la collectivité, par exemple l'agglomération Paris-Saclay, vous souhaitez connaître les impacts énergétiques d'un nouveau projet d'aménagement.
Pour ce faire, vous utilisez le jumeau numérique Decarbonized City. Dans la solution, vous accédez à la carte des territoires de l'agglomération. Tout d'abord, vous analysez le territoire grâce aux informations contextuelles à votre disposition. Par exemple, le découpage communal, la densité de population, les parcelles cadastrales ou d'autres paramètres définis dans la solution. Vous visualisez aussi les réseaux existants, le potentiel en énergie renouvelable associé à ces derniers et la consommation énergétique du territoire. Vous savez qu'un nouvel aménagement dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté va avoir lieu. Cette nouvelle ZAC offre la possibilité de repenser les choix énergétiques de ce quartier. Decarbonized City vous permet de sélectionner le futur quartier ainsi que des bâtiments existants, le tout formant un ensemble cohérent. Ce quartier compte plus de 1200 logements, consommant environ 14 000 MWh par an et émettant un peu plus de 8 000 tonnes d'équivalent CO2 annuellement. La majorité de ces bâtiments, qui incluent des tours d'une dizaine d'étages, ont été construits dans les années 60-70 et sont en cours de rénovation. Ces habitations sont très énergivores, ce qui impacte la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de cette zone. Dans ce cas de figure, la création d'un réseau de chaleur s'avère être une solution adéquate pour répondre aux besoins énergétiques de l'ensemble du quartier concerné. Vous constatez que la zone présente un fort potentiel en énergie géothermique. Ce nouveau réseau de chaleur pourrait donc être facilement alimenté par cette source d'énergie. Decarbonized City vous permet de simuler un nombre illimité de stratégies pour comprendre leurs impacts et éclairer votre prise de décision. Ainsi, vous testez une première stratégie pour évaluer votre capacité à répondre à l'augmentation de la demande énergétique. Dans l'application, il est alors possible de créer un nouveau projet d'aménagement, créer ou étendre un réseau de chaleur, spécifier les caractéristiques des sources de production exploitées dans le réseau, relier une ou plusieurs parcelles à un réseau de chaleur, appliquer des actions de rénovation à une ou plusieurs parcelles, identifier les possibilités d'ENR, etc. Pour répondre à vos objectifs stratégiques, vous créez donc ce nouveau réseau de chaleur. Vous renseignez différents paramètres comme le type de source d'énergie, ici la géothermie, la puissance maximale que délivre cette source, le taux d'émission de gaz à effet de serre, le réseau de raccordement, etc. Vous pouvez également renseigner le coût de l'investissement initial et le coût de la maintenance du réseau, qui serviront pour déterminer le prix de l'énergie ainsi que les recettes réalisées à partir de cette installation. Vous créez ensuite la nouvelle ZAC et vous définissez pour chaque zone du quartier le planning de raccordement au réseau de chaleur. Une fois le scénario spécifié, vous lancez la simulation. En quelques minutes, vous obtenez un premier résultat. Ainsi, vous observez que dans 20 ans, vous aurez réduit de plus de 45% le prix de l'énergie, stabilisé la consommation d'énergie et réduit de 75% les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne le nouveau réseau de chaleur, il est rentable au vu de l'investissement, des frais de maintenance associés et du revenu généré. Cependant, la satisfaction des besoins des usagers baisse une fois que toute la zone est raccordée, car votre réseau, défini en l'état, n'arrive pas à répondre aux besoins lors des pics hivernaux. Cette première analyse permet donc de conclure que le réseau est sous-dimensionné. Cette information vous permet de trouver les paramètres adéquats pour dimensionner au mieux ce nouveau réseau de chaleur. Vous venez de tester une stratégie focalisée sur la géothermie. De la même manière, vous pouvez simuler une stratégie concentrée sur la biomasse et obtenir de nouveaux résultats. Dans la solution, vous pouvez ainsi comparer ces deux stratégies. Comme on peut le constater, les deux scénarios assurent la satisfaction des usagers, la baisse du prix de l'énergie et réduisent le taux d'émission de gaz à effet de serre. On peut cependant observer que la stratégie utilisant l'énergie géothermique performe mieux. En revanche, elle demande un fort investissement au départ et le retour sur investissement est plus long. Le jumeau numérique Decarbonized City vous permet de trouver une stratégie optimale pour planifier l'avenir du système énergétique du territoire. Que vous soyez une collectivité, un aménageur, une entreprise du secteur de l'énergie, vous pouvez tester virtuellement vos stratégies en considérant les contraintes locales et en exploitant le potentiel énergétique du territoire considéré avant de prendre des décisions éclairées, concrètes, objectives et répondant à vos enjeux. L'exemple est réalisé sur les réseaux de chaleur, mais il sera possible d'évaluer le potentiel H2, les toitures végétalisables, la valorisation des déchets organiques, l'implantation des data centers. Alors, en regardant cette vidéo, il y a une question qui me vient en tête. On s'aperçoit que finalement, il est utile en tout cas, il y a une notion
d'écosystème qui me vient en tête et la nécessité d'avoir une approche vraiment de bout en bout. Et la question, je la pose à vous deux. Est-ce que cette approche est aujourd'hui nécessaire ? Alors c'est sûr qu'il y a vraiment deux étapes dans l'apport du numérique. La première, elle peut être locale, entre guillemets, pour un acteur qui lance à sa maille, entre guillemets, une démarche, que ce soit, comme je le disais dans mon introduction, pour des aspects plutôt de digitalisation, optimisation d'activités de production, de maintenance, etc., ou dans plutôt ces activités de relations clients. Mais on sent qu'il y a souvent une deuxième étape à passer qui nécessite des partenaires ou des écosystèmes. On se heurte souvent sur ce sujet à deux points particuliers qui sont un peu des mots français, peut-être plus que ce qu'on voit chez nos voisins européens. Le premier, c'est ce que j'appelle le syndrome démonstrateur, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à réussir localement une expérimentation, la mise en place d'écosystèmes avec des acteurs motivés, engagés, mixant grands groupes, start-up, universitaires, etc. Et donc souvent avec succès, avec en tout cas des enseignements extrêmement intéressants. Mais on a souvent ce souci de passer à l'échelle, donc de répliquer ailleurs et dans la durée ce même type de dispositif. Et j'ai l'impression que à la fois la période qu'on vient de traverser, qui a repensé les modes de collaboration et vu la nécessité vraiment d'être main dans la main, entre guillemets, à tout point de vue, que ce soit personnel ou dans son environnement professionnel, j'ai l'impression que tout ça crée des conditions favorables, ou en tout cas plus favorables que ce que ça pouvait être par le passé, pour dépasser ce côté, voilà, réussir à petite échelle, mais difficulté à scaler. Le deuxième point, c'est la difficulté de mettre en place des écosystèmes et des partenariats équilibrés. La plupart du temps, on a un barycentre qui se déplace soit dès le début, soit dans la durée auprès d'un ou deux acteurs, et finalement les autres acteurs qui sont dans ce type de dispositif n'y trouvent pas leur compte. Et donc, ce qui nécessite forcément dans la durée un désengagement et une perte d'intérêt, voire une perte financière dans certains cas. Et je pense qu'on a beaucoup appris aussi de ces dispositifs. Le fait qu'à la fois il faut caler dès le début, entre guillemets, la modalité dont chacun va s'y retrouver dans l'expérience ou dans le projet qui est mené, et puis aussi le fait de régulièrement re-questionner les équilibres pour faire en sorte qu'effectivement chacun puisse retrouver son intérêt, que ce soit le monde du privé, le monde des collectivités locales, le monde des petites structures, le monde des plus grandes structures, etc. Et en tout cas, ça ne remet pas en cause l'intérêt de travailler en réseau, en consortium sur ces sujets. Nous, on a eu l'occasion d'accompagner plusieurs dispositifs, je pense en particulier, alors non pas à Paris-Saclay, mais à la plateforme de données que la région Île-de-France a mis en place il y a quelques années et qui aujourd'hui est fortement créatrice de valeur, que ce soit pour le compte des administrations, des usagers et des différentes entreprises et collectivités qui gravitent autour de cette plateforme. Je pense aussi aux dispositifs qui ont été mis en place à Dijon et à Angers respectivement dans le cadre de ces dispositifs dits Smart City qui créent aujourd'hui de la valeur, que ce soit pour les citoyens, les habitants et pour les entreprises du territoire. Et on voit que ces dispositifs sont vertueux quand ils sont bien calés, que juridiquement les choses sont établies, qu'économiquement il y a évidemment une viabilité et que les rôles et responsabilités sont bien établis. Voilà, donc effectivement, la réponse est oui, la valeur des écosystèmes, avec quelques prérequis que j'ai essayé d'expliciter. Hugues, tu vois quelque chose à ajouter ? Oui, sur la logique d'écosystème, oui, absolument. Je pense qu'on est dans un domaine où pour beaucoup de dirigeants opérationnels ou stratégiques ou opérationnels même de terrain, en fait, on n'y comprend pas grand-chose parce qu'il faut... En fait, c'est extrêmement complexe. Il faut coupler de l'IoT, enfin, les capteurs, l'IoT, les données, les ontologies de données, les différentes bases de données, et ensuite des outils de modélisation, de simulation, d'optimisation, de machine learning, de reinforcement learning. Et en fait, c'est une chaîne qui est extrêmement complexe à saisir. Et donc, pour répondre à cela, et pour pouvoir passer à l'échelle, le sujet principal, un des sujets principaux, c'est bien sûr de s'assurer de partir de cas d'usage très clairs, bien périmétrés, mais en dehors de cela, c'est effectivement de très bien packager les offres et les réponses. Et pour packager ces réponses, il faut arriver effectivement avec une logique d'écosystème, c'est-à-dire les différents acteurs
de cette chaîne technologique qui travaille ensemble et qui arrive avec une offre intégrée et une proposition de valeur intégrée. Donc la logique d'écosystème, pour moi, elle est absolument au cœur de cette transformation. En dehors même de la dimension des groupes ou des sociétés qui sont impactées, il faut arriver à faire cela et à simplifier le message d'un côté, ensuite le déploiement, la mise en place, le passage à l'échelle. Et tout ça, ça passe par cette logique d'écosystème très fort, je pense. Et c'est ce qui permet par ailleurs ensuite, en travaillant bien ces offres et ces accélérateurs, de pouvoir répliquer et donc de passer à l'échelle, non seulement sur un territoire, si on parle de la ville intelligente, ou sur une usine ou sur une supply chain, mais sur de multiples usines ou multiples supply chains à partir de cette approche. Merci. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, enfin, et aussi par rapport à l'expérience que je peux avoir sur le sujet, on sait que sur les solutions dites intelligentes, le cœur est souvent la donnée. Cette donnée qui est collectée sur le terrain via différentes technologies de télécommunication qui remontent dans des SI pour être justement structurée, réutilisée et en ressortir de la valeur. Aujourd'hui, donc, elle est amenée à passer par différentes solutions techniques sur des systèmes ouverts. Et du coup, une des questions qui arrive souvent, c'est la cybersécurité. Comment protéger ces données? Alors, je sais, Clément, est-ce que... C'est sûr que c'est souvent le revers de la médaille. C'est-à-dire que d'un côté, on parle d'ouverture, de décentralisation, de partage. Je parlais tout à l'heure des systèmes industriels qui, de plus en plus, pour certains, étaient encore peu connectés et sont en train de l'être. Il y a nécessairement la question de quelle protection on met en place autour. Je pense qu'on est nombreux à avoir lu ou même à avoir comme livre de chevet ce fameux livre Blackout qui effectivement montre bien quelque part la cascade et l'enchaînement de tous les dysfonctionnements, les failles de tous les systèmes imbriqués et qui fait que, in fine, c'est toute l'Europe qui se retrouve totalement paralysée et on voit bien effectivement le rôle central de l'énergie quand ça fonctionne et quand ça fonctionne moins bien en l'occurrence. Et je pense que ça amène à la question de est-ce qu'aujourd'hui on est bien préparé, est-ce qu'on est bien dimensionné pour adresser ces sujets. Le secteur de l'énergie n'est pas en reste, effectivement, alors à la fois par les pouvoirs publics, puisqu'il y a tout ce travail autour de la loi de programmation militaire, autour du rôle de l'ANSSI, autour de tous les systèmes d'importance vitale qui ont été menés pour identifier les parties les plus critiques, mais encore ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, il y a tout ce qui vient en deuxième cercle. Et ça pose la question du coup de est-ce qu'aujourd'hui on a les bonnes compétences, est-ce qu'on a les bons moyens financiers. Et c'est vrai que heureusement, en tout cas en France, à date, il n'y a pas d'attaques massives, on va dire, qui ont permis de réussir. Mais vous le savez tous dans vos fonctions respectives, il n'y a presque pas une journée qui se passe sans que les différents systèmes soient attaqués par différents acteurs, avec différentes intentions. Et c'est vrai que le sujet qui va continuer d'être en toile de fond de nos travaux quand on réunit finalement numérique et énergie, c'est nécessairement le sujet de la cybersécurité. Les systèmes sont de plus en plus complexes, les attaquants de plus en plus affûtés aussi sur la manière d'attaquer les différents systèmes et de trouver la faille. On parlait tout à l'heure de la mobilité électrique. Aujourd'hui, la mobilité électrique, c'est le carrefour de plein de secteurs, de plein d'acteurs qui convergent, issus du monde du hardware, du software, de l'assurance, de la banque, de l'énergie, des transports, etc. Donc c'est une espèce de melting pot qui se réunit. Et on voit qu'aujourd'hui, typiquement, c'est un secteur qui est entre guillemets relativement fragile par le prisme de la cybersécurité. Il y a eu déjà des attaques assez récentes et qui ont été assez impactantes pour le coup, alors heureusement à l'échelle très locale, mais qui peuvent présupposer que voilà, il y ait d'autres dysfonctionnements et quelque part en tirant la pelote de ce qu'est une borne de recharge qui elle-même est connectée à un véhicule, à une batterie, à un système central, etc. On peut imaginer, voilà, par effet domino, que ça puisse avoir des conséquences assez fortes. Donc c'est sûr qu'on est loin d'être au bout de ce sujet et qui dit 1 euro investi sur de la création de valeur et de l'innovation dit au moins 1 euro investi dans les parades et dans les ripostes qu'on peut mettre en place pour s'éviter des attaques cybersécurité dans les années à venir. Merci beaucoup Clément. On est arrivé au bout des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Non. C'était très clair.